Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour m'accompagner jusqu'à 21h Ophélie Roque. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Enseignante, chroniqueuse. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique et communicant. Et bonsoir à vous, maître Solange Doumic. Vous êtes avocate de l'ex-directeur général adjoint opérationnel de Lafarge. Pourquoi est-ce que je parle de Lafarge ? Parce qu'à partir de demain matin, demain mardi, le cimentier Lafarge, depuis aspiré par Holcim, ainsi que plusieurs de ses anciens cadres répondent de financement du terrorisme en 2013-2014 devant le tribunal correctionnel de Paris. La question c'est, pouvait-il échapper aux raquettes des groupuscules criminels ? Savait-on déjà qui était qui dans cette période assez incertaine en Syrie où la guerre venait d'éclater ? Votre nom est célèbre, Solange Doumic, au barreau de Paris. Votre carrière vous a amené à défendre des personnalités diverses. Demain, ce n'est pas Lafarge, personne morale, que vous défendez. C'est Christian Hérault, qui était directeur général adjoint opération du groupe, qui lui, si je comprends bien, comme les autres personnes physiques du groupe Lafarge, n'ont pas du tout envie de traîner derrière eux le joug du financement de terrorisme. Mais non, ils n'ont jamais, aucun d'eux, adhéré à l'idée même de financer le terrorisme. Ils se sont fait racketter, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, au contraire, pour contenir les factions qui environnaient l'usine, pour chercher à limiter au maximum le racket dont ils faisaient l'objet, et ils ont fermé l'usine quand ils se sont retrouvés en zone entourée par Daesh. Donc ils ferment l'usine à quel moment ? Le 19 septembre 2014. Donc assez peu de temps après l'éclatement de la guerre. Mais oui, enfin ils ont tenu 10 mois rackettés. La prise de Mossoul par Daesh a eu lieu fin juin 2014. À ce moment-là, l'usine s'est retrouvée encerclée. Elle a été arrêtée pendant 6 semaines, puis redémarrée juste le temps de vider les silos, et ils ont fermé l'usine. Comment est-ce que vous expliquez ce laps de temps entre le début de la guerre, les rackets, le fait qu'on paye des bakchiches à des ethnies dont on ne sait pas vraiment qui est qui ? Est-ce qu'à un moment donné, on ne s'est pas dit, tiens, peut-être qu'on est en train de faire une connerie, pardonnez-moi cette vulgarité. Ils étaient entourés par une vingtaine de factions dont on n'arrivait pas à savoir qui était qui faisait quoi. L'Occident en entier et la France elle-même soutenaient toutes les factions opposantes à Bachar et les soutenaient le plus possible en envoyant des armes, en envoyant de l'argent. Et la société Lafarge était soutenue par les autorités françaises. Alors non, ils ne se sont pas dit qu'il fallait immédiatement fermer. Il y avait des salariés dans cette usine, il y avait 3000 personnes que cette usine faisait vivre. Et en fait, on ne peut pas fermer une usine du jour au lendemain. Chaque jour, ils attendaient la chute de Bachar al-Assad, qui était annoncée par les Occidentaux, promise pour le lendemain. Alors, ce qu'il y a d'important dans ce dossier, c'est que je le disais tout à l'heure en introduction, il y a la personne morale qui est l'entreprise Lafarge, qui aujourd'hui est détenue par les Suisses de chez Holcim. Et puis, il y a 8 cadres, dont Christian Hérault, que vous défendez demain, directeur général adjoint opération. Et l'entreprise Lafarge, elle a signé aux États-Unis, dans le procès aux États-Unis, ce qu'on appelle un plead guilty, c'est-à-dire elle a plaidé coupable pour, entre guillemets, ne pas avoir des problèmes encore plus graves devant la justice américaine. Et c'est là tout le problème, en fait. Mais elle s'est trouvée prise au piège. Les États-Unis ont dit, soit vous signez avec nous un plead guilty, soit vous n'aurez plus accès au marché américain. Il n'y a aucune entreprise américaine. Donc, évidemment, pour une multinationale cotée, la solution n'existe pas. Il faut impérativement se soumettre à la demande des États-Unis, qui pourtant n'avait rien à voir avec cette affaire, qui est une affaire française et syrienne, qui n'a rien à voir avec l'Amérique. Et donc, Lafarge s'est soumise à cette obligation, s'est auto-accusée, comme on doit le faire. Ils ont payé 780 millions d'euros de... Oui, 780 millions de dollars pour amende, pour avoir la paix uniquement, et ils se sont engagés à ne jamais contester la manière dont les États-Unis racontaient l'histoire. Et du coup, votre client, Christian Hérault, mais au même titre que Bruno Lafont et les autres, se retrouve avec, cette étiquette d'avoir financé le terrorisme, alors qu'eux, ils ne voulaient pas du tout de... Mais non, jamais ils n'ont voulu financer le terrorisme, et ils se retrouvent coincés, puisque Lafarge ne peut pas remettre en question cette version des faits des États-Unis. C'est ça que vous allez démontrer demain. Jean-Michel Salvatore. Oui, j'ai une question toute simple à vous poser. Je trouve très étonnant, en fait, cet engrenage judiciaire qui a démarré il y a une dizaine d'années et qui, aujourd'hui, débouche sur un procès qui va être un procès gigantesque, ça va être un procès aussi important que le procès du Bataclan. Comment se fait-il que cet engrenage judiciaire se soit déclenché alors qu'on voit bien qu'il n'y a aucune complicité d'aucune sorte de la part de ces 8 cadres de Lafarge
Pourquoi ce système s'est-il mis en branle et que risquent vos clients? Est-ce qu'ils risquent de la prison? Alors, oui, on encourt de la prison quand on est accusé d'un délit de financement de terrorisme. Et c'est complètement absurde quand on voit des hommes qui se sont battus pour que le mieux possible arrive pour l'usine, pour les salariés et pour tous ceux qu'ils représentaient. Et s'il y a eu cet engrenage, je crois que c'est parce qu'il y a une sorte de méfiance à l'égard des entreprises. Ça pose aujourd'hui une question très importante. Quelle est la place des entreprises françaises et occidentales dans des pays en guerre, dans des pays en crise? Est-ce qu'on peut encore y rester? Ou est-ce que dès qu'il y a un problème, il faut que l'entreprise ferme et parte? Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous comprenez que peut-être ce qui est reproché finalement, alors à tort ou à raison, à l'entreprise Lafarge, c'est d'être resté quand beaucoup d'autres multinationales avaient fait le choix de partir et parfois même de partir 1 à 2 années avant. C'est-à-dire qu'en gros, il y aurait presque, si vous voulez, en disant ils sont restés donc ils savaient. Est-ce que c'est pas finalement ça l'enjeu, en fait, le cœur du problème? Ça n'a rien à voir. Ouais. Les entreprises qui sont parties étaient des entreprises qui n'avaient rien à voir. Total est parti parce qu'il y avait un embargo sur le pétrole et que c'était plus possible pour Total de rester. La fromagerie Belle est partie parce que c'était une fromagerie. C'est pas la même chose du tout qu'une usine de ciment. Une usine de ciment, c'est l'avenir d'un pays. Non, ça n'a pas le même goût. Alors le fromage est vraiment pâteux. Et ça se fait pas de la même manière. Ouais. Le ciment, c'est la vie pour un pays en guerre. C'est la vie de demain, c'est l'espoir pour ceux qui sont là. Donc oui, l'usine ne pouvait pas fermer comme ça. On ne laisse pas un navire, on n'a jamais vu un capitaine dire « Ah, il y a une tempête, tout de suite je m'en vais ». On dit la tempête va s'apaiser, on attend sur le bateau. C'est ça qui s'est passé pour Lafarge. Jean-Michel Salvatore. Est-ce qu'ils se sont rendus compte du risque qu'ils prenaient en restant et en ne fermant pas l'usine? Ou est-ce que ça n'est qu'après qu'ils se sont dit, oui, là, on a vraiment joué avec le feu et on a finalement financé, bien malgré nous, des organisations terroristes? Ils étaient en lien avec le ministère des Affaires étrangères. Ils étaient en lien avec les services, tous les jours. Grâce à l'usine Lafarge, les services français ont pu bénéficier de renseignements de première qualité, alors qu'il n'y avait plus aucun pont entre les renseignements français et la Syrie. Donc, grâce à Lafarge, il y avait tout un tissu qui pouvait continuer à exister. Donc, comment est-ce qu'ils auraient pu se dire ce que nous faisons, c'est hors des clous? Ils faisaient le maximum, en fait. Est-ce qu'ils ont été lâchés par le Quai d'Orsay? Parce que là, le Quai d'Orsay aurait dû intervenir en disant « Mais non, ils ont fait ce qu'ils ont pu, il n'y a aucune complicité d'aucune sorte, il n'y a aucune complaisance vis-à-vis de l'État islamique. » Pourquoi le Quai d'Orsay n'a pas joué son rôle et pourquoi les magistrats en ont rajouté? Demander à un diplomate pourquoi il change d'avis, ça c'est quand même une bonne question. Et quant aux services, par définition, ils sont secrets. Donc, les magistrats, eux, font quoi? Ils suivent la plainte qui a été déposée entre leurs mains. Mais Solange Doumig, demain, à l'ouverture du procès, il y a énormément de parties civiles. Il y a tous ceux qui combattent, et à juste titre, le financement du terrorisme. Est-ce que vous ne craignez pas un imbroglio, un amalgame de toutes ces affaires? Certaines, effectivement, sont là parce qu'elles ont vécu le Bataclan. Il y a des associations diverses de protection de personnes, de victimes. Comment est-ce que vous allez, vous, avocat, essayer de défendre votre client dans tout ce magma, cet imbroglio de personnes qui pourtant sont là pour des causes justes? Et elles sont toutes là pour une cause juste. Mais là, il faut sortir de l'émotion. On est simplement là pour savoir qui est la responsabilité de qui. Ces parties civiles ont déjà été déclarées irrecevables à 2 reprises par la Cour de cassation en 2021, confirmée en 2022. Juridiquement, elles ont droit de se reconstituer à l'audience. On ne peut pas les en empêcher, mais ce n'est pas leur place. C'est ça que vous allez leur dire, comme ça, avec ces mots-là? C'est compliqué. Je crois. Ouais. Je crois. Ouais, malgré l'émotion. Malgré l'émotion et malgré le fait que leur souffrance est évidemment infiniment respectable. Simplement, là, nous sommes en face d'hommes qui, bien évidemment, n'ont jamais voulu soutenir le terrorisme. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir des parties civiles qui, elles, en sont victimes. Ophélie Roch. J'avais une question par rapport justement au fait que il y a eu un plaidoyer en fait aux États-Unis. Enfin, ils ont plaidé. Est-ce que ça peut impacter en fait le jugement de la justice française, ou est-ce que c'est vraiment 2 univers séparés, ou est-ce qu'il risque d'avoir mais oui, mais là dans tel pays il y a eu telle sanction qui a été. Donc est-ce que ça peut influer Est-ce que pour reprendre la question d'Ophélie, est-ce que ça n'est pas justement la justice française qui risque d'être très influencée en fait par la décision américaine de dire vous voyez bien,
il y a un problème. Mais bien sûr, et il y a une vraie question, quelle place est-ce que nous, sur le plan économique, sur le plan juridique, nous voulons laisser à la justice américaine ? Est-ce que nous sommes autonomes ou est-ce que nous sommes en fait en situation de colonie ? Colonie. De colonie. Quand on voit que la justice française, pataugeant dans les chiffres, se dit, nous allons nous référer au plea guilty pour donner les chiffres du racket, au lieu de se fonder sur des documents de français, sur notre analyse à nous, on se dit qu'il y a quand même un problème. Donc bien évidemment, le fait qu'il y ait une décision de condamnation aux États-Unis et la société elle-même, personne morale, qui aujourd'hui bloquée, tétanisée, ne peut plus rien faire et ne peut plus défendre ses cadres, évidemment, ça nous pose un problème. Jean-Michel. Il y a actuellement, à l'occasion de la discussion budgétaire, un climat très anti-entreprise en France aujourd'hui. Est-ce que vous craignez de voir finalement cette ambiance anti-entreprise impacter les débats et impacter le verdict qui sera prononcé ? Bien sûr, je le crains, mais j'espère que non. J'espère qu'on sera plus fort que ça, plus juriste que ça, et indépendant, parce que ce serait très grave. Et puis encore une fois, ça a une répercussion sur toutes les entreprises françaises. Est-ce qu'il faut rester uniquement franco-français ? Vous voulez dire que ça peut décourager des entreprises qui voudraient, investir et s'implanter dans des pays qui sont pas forcément des pays très, très neutres en matière de conflit ? Bien évidemment. Et en plus, je pense, moi, que cette implantation française, les liens que ça peut créer, peut aider ces pays. Donc, cantonner les entreprises françaises à rester en France, je trouve que c'est absurde pour les Français et pour l'étranger. Solange Doumic, avocat de Christian Hérault, avec ce procès Lafarge qui commence demain devant le tribunal correctionnel de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.